Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J avec deux invités aujourd'hui, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, et le conseiller régional d'Île-de-France, Parti Socialiste, Julien Drey. Un forum spécial consacré bien entendu à l'évolution de la crise du coronavirus, les interrogations autour de la stratégie du gouvernement et la perspective du déconfinement. Et pour commencer, Éric Ciotti, qu'attendez-vous de la prise de parole du président Macron de demain soir ? J'attends la fin du « en même temps ». J'entends le temps de l'action et la fin de la politique spectacle. J'attends une méthode, un calendrier, des actes. Beaucoup de temps a été perdu depuis le début de cette crise par notre pays, par faute d'anticipation. Désormais, je crois que le président de la République doit dire les choses clairement et arrêter d'avoir des messages contradictoires. Prôner le confinement et aller en Seine-Saint-Denis créer un attroupement, interdire un traitement médical et aller voir celui qui en a été le chercheur et je pense au professeur Raoult, autoriser le match Lyon-Turin quelques jours alors qu'on voyait l'épidémie flamber en Italie. Bref, tous ces messages contradictoires qui, depuis le début, ont donné légitimement aux Français le sentiment qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion. Alors, Emmanuel Macron doit parler demain soir du déconfinement. Comment et quand l'envisagez-vous ? Et pour être précis, est-ce que cela vous choquerait, Éric Ciotti, que le confinement soit prolongé jusqu'à la mi-mai, voire jusqu'à la fin du mois prochain ? Le confinement doit être aussi long que la situation sanitaire l'exige. Donc, ça ne me choquerait pas si la situation sanitaire l'exige. De toute façon, nous n'avons aujourd'hui que cette méthode pour combattre l'épidémie, puisque ceux qui ont réussi sans confinement l'ont fait sur la base de tests généralisés, sur le port du masque généralisé. Et nous, malheureusement, nous n'avons ni test, ni masque en quantité suffisante. Donc, le confinement est aujourd'hui la seule méthode, non pas pour éradiquer le virus, mais pour en limiter la propagation. Donc, naturellement, je suis favorable à la prolongation du confinement autant que nécessaire. Dans la perspective du déconfinement, est-ce que vous êtes favorable à la méthode du tracking, Éric Ciotti, c'est-à-dire à ce que l'on utilise les données individuelles de géolocalisation des personnes contaminées, ou pas d'ailleurs, afin de retrouver les personnes avec qui elles ont été en contact durant les 14 jours précédents ? Je n'ai aucun obstacle idéologique à cette méthode. Si elle permet de sauver des vies, utilisons-la. Simplement, j'ai l'impression qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs en ouvrant ce débat, parce que pour qu'il y ait le tracking, il faut que préalablement, il y ait des tests généralisés, qu'on connaisse toutes les personnes qui sont touchées. Or, on en est très loin aujourd'hui. On n'a pas de tests en quantité suffisante. On nous les annonce, ces tests, pour justement, au moment de la phase de déconfinement. En tout cas, c'est le préalable nécessaire. Alors, avant de réfléchir au tracking, réfléchissons à mettre des tests généralisés. Et encore une fois, aujourd'hui, on n'y est pas. Est-ce que, comme 2 Français sur 3, Éric Ciotti, 63% des Français, vous considérez que le gouvernement cache des choses quant à la situation sanitaire du pays ? Je vous ai évoqué tout à l'heure les messages contradictoires. C'est vrai que sur la question des masques, je prends l'exemple des masques qui a beaucoup choqué les Français, le gouvernement n'a pas dit la vérité aux Français. D'ailleurs, des enquêtes l'ont démontré. En janvier, la ministre de la Santé nous disait « tout va bien ». Elle nous disait d'ailleurs que le virus n'arriverait pas en France. On nous a dit « circuler, il n'y a rien à voir. On a des masques, on est prêts ». Et puis on se réveille avec un désastre où on voit que notre pays n'a plus que 100 millions de masques, ce qui est donc vous dites on pour nous a 2 menti. semaines, que des soignants n'en ont pas, alors que quand Nicolas Sarkozy a quitté l'Élysée, il y avait 1,4 milliard de masques. Donc oui, sur les masques, le message était contraire à la vérité. Avec une décision qui a été prise en 2009 sous Nicolas Sarkozy, puis en 2013 sous François Hollande, de déstocker justement ces 1,2 milliard de masques. Je m'inscris totalement en faux là-dessus. Quand Nicolas Sarkozy a quitté l'Élysée, il y avait 1,4 milliard de masques. Voilà, la réalité, elle est là. Donc, n'ouvrons pas de fausses polémiques pour se défausser sur les responsabilités des uns ou des autres. Et je rajoute d'ailleurs que sur le précédent gouvernement,
il est un peu facile pour le pouvoir actuel de s'exonérer de toutes les fautes. Je rappelle que Emmanuel Macron a été ministre de François Hollande pendant 2 ans et demi et qu'il a été secrétaire général adjoint et que c'est lui de l'Élysée qui était en charge des arbitrages budgétaire. Donc c'est au moment où il était en responsabilité, notamment que l'établissement public de réponse aux urgences sanitaires, qui était en charge des masques, a été dissous. Ça veut dire que vous considérez que c'est Emmanuel Macron qui porte la responsabilité de cette pénurie de masques aujourd'hui? Je dis simplement qu'il est réducteur et un peu facile de laisser porter la responsabilité sur d'autres. Voilà, quand on est un chef, on assume des décisions et on donne un cap. Alors, on donne un cap, on assume des décisions. Dans quel domaine, dans quel secteur, Éric Ciotti, la situation vous paraît-elle la plus problématique? Aujourd'hui, très clairement, c'est la situation dans les EHPAD qui me choque et qui me met en colère. On a laissé mourir nos vieux, je le dis. Vous dites, attendez, précisez les choses, c'est important ce que vous dites. Vous dites, on a laissé mourir nos vieux, c'est-à-dire? Aujourd'hui, il y a plus de 4000 morts, 4200 officiellement dans les EHPAD. On sait qu'en réalité, il y en a beaucoup plus. Il a fallu attendre, même pour inscrire ces morts dans les statistiques, à peine le début de cette semaine. Et on voit aujourd'hui qu'il y a 2 catégories. Ça veut dire que quelque part, on considère que la perte d'une personne âgée n'a pas la même valeur que pour un autre citoyen. C'est moralement, éthiquement, extrêmement choquant. Ça sera le plus grand scandale. Ça sera le plus grand scandale de ce moment tragique pour notre pays. Des éléments permettaient de refuser d'hospitaliser. On a refusé d'hospitaliser des personnes qui étaient atteintes dans les EHPAD. On les a laissées quelque part mourir dans l'indifférence, sans prise en charge sanitaire adaptée. Je le dis, il faudra que les responsabilités soient trouvées en la matière. Pourquoi ces instructions, notamment par les agences régionales de santé, ont été données de ne pas hospitaliser les personnes âgées en EHPAD? Il faudra que le ministre de la Santé dise pourquoi il y a eu cette politique de refus de prise en charge, notamment par les SAMU des personnes âgées. Des élus l'ont dit, on voit dans des EHPAD des situations dramatiques où on traite les personnes âgées quelques jours avec du Doliprane et après, quand c'est trop tard, on les accompagne sur la fin de vie avec de la morphine. Eh bien, moi, je ne me résous pas à cette situation. C'est pas parce que quand on a 90 ans qu'on doit dire que la vie a moins de prix que celle de l'autre. On précise les choses, Éric Ciotti. Vous dites on a laissé mourir les vieux. Quand vous dites on a laissé mourir les vieux, c'est une accusation grave. On a refusé aussi, vous dites, de les hospitaliser. Le 11, c'est qui? C'est le pouvoir. Ce sont les ministres c'est le ministre de la Santé, c'est le Premier ministre, c'est Emmanuel Macron qui ont laissé mourir les vieux. Il y a une chaîne de décision des autorités sanitaires placées sous l'autorité du ministre de la Santé, mais regardons les faits, regardons cette évolution, le fait qu'on s'aperçoive, alors que la crise touche notre pays depuis la fin du mois de février, on ne parle de la situation dans les EHPAD à peine il y a quelques jours. Moi, j'ai assisté à beaucoup de réunions en préfecture des Alpes-Maritimes. On va parler de ce qui s'est passé notamment. Attendez. Oui. Ouais. On va parler notamment de cette EHPAD de Mougins dans les Alpes-Maritimes, puisque vous êtes aussi au conseil départemental des Alpes-Maritimes. Mais je vous posais cette question. Vous dites on a laissé mourir des vieux, on a refusé des hospitalisés, on leur a donné un Doliprane au départ et ensuite de la morphine en gros pour les accompagner vers la mort. Hein. C'est ça que vous laissez entendre. Ça veut dire que derrière, vous dites c'est qui? C'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, c'est le Premier ministre, Édouard Philippe, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. C'est qui? Tout ça se restera à déterminer. En tout cas, ce sont les autorités sanitaires. D'où vient l'instruction? Personnellement, à ce stade, je l'ignore. Moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que lorsqu'avec le président du département des Alpes-Maritimes, nous avons demandé, il y a 3 semaines, des tests généralisés pour les personnels des EHPAD, pour les résidents des EHPAD, on n'a pas été suivi. Lorsqu'on a demandé l'hospitalisation systématique des personnes qui avaient les symptômes du Covid ou qui avaient bénéficié rarement de tests démontrant qu'elles avaient le Covid,
on n'a pas été suivi. Donc moi, je suis en bout de chaîne. Je vois la réalité sur le terrain. J'ai parlé avec des médecins coordonnateurs, j'ai parlé avec des directeurs d'EHPAD. Ils se sont trouvés dépourvus. Il a fallu que ce soit le département qui amène des masques dans les stocks que nous avions encore dans les EHPAD. Donc oui, je le dis, la situation des EHPAD en France est sans doute le plus grand scandale de cette crise parce qu'on a considéré qu'une personne âgée était différente qu'une personne plus jeune. Ça veut dire que pour vous, il s'agit d'un choix délibéré de la part du gouvernement et du président Macron? Choix délibéré? Il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Il faudra, si vous portez, démontrer. Attendez, il faudra démontrer. Mais si vous portez ces accusations qui sont graves, et Éric Ciotti, qui je suppose vont créer une polémique, c'est que vous avez une idée derrière la tête, vous pensez qu'il se passe quelque chose. Est-ce que pour vous, c'est un choix délibéré? Ça peut être un choix délibéré de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron, et pourquoi? Il y a des choix qui ont été faits très, très clairement, et on en a mesuré les conséquences dramatiques sur le terrain. Ces choix, ils ne sont pas exprimés publiquement. Il faudra désormais savoir. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Richard Ferrand aussi une réunion de la mission d'information parlementaire pour qu'on entende le ministre de la Santé là-dessus. Et moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'enfin, on teste systématiquement. Là encore, le ministre de la Santé a annoncé les tests pour les EHPAD lundi soir dernier. Ce n'est toujours pas fait de façon systématique. Donc il y a urgence. Moi, mon cri de colère aujourd'hui, au-delà de la responsabilité des uns et des autres, c'est de dire arrêtons avec cette politique qui conduit des milliers de nos aînés à qui nous devons tout vers une mort certaine. Pour quelle raison le gouvernement Emmanuel Macron aurait-il fait le choix de laisser mourir les vieux et de faire mourir les vieux? J'imagine par rapport à des raisons de capacité hospitalière. Le fait qu'on n'ait pas hospitalisé des personnes âgées en EHPAD et qu'on les ait laissées en EHPAD, c'était sans doute pour ménager les capacités hospitalières. Mais il y avait d'autres réponses, et je pense notamment à la sollicitation de l'hospitalisation privée qui aurait pu prendre en charge les personnes âgées. Je le vois dans mon département, il y a des lits dans le secteur privé qui sont très largement disponibles, il y a des cliniques privées qui se sont mobilisées et qui auraient pu être plus sollicitées avec un critère d'hospitalisation systématique de nos aînés qui n'est pas intervenu. Alors, à partir du moment où vous portez des accusations aussi lourdes, Éric Ciotti, est-ce que vous ne pouvez pas en rester là? Est-ce que vous êtes favorable à ce que des plaintes soient déposées, voire que la Cour de justice de la République soit saisie en ce qui concerne les ministres de la Santé, Agnès Buzyn et Olivier Véran, et aussi le Premier ministre Édouard Philippe? Je n'ai pas à être favorable ou défavorable. Est-ce que de telles plaintes seraient légitimes? Des plaintes ont été déposées, mais non, il faut qu'elles suivent leur cours. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui... Elles sont légitimes ou pas? Attendez, cette question. Elles sont légitimes ou pas, ces plaintes? Quand on a le décès d'un proche dans des situations dramatiques dans un EHPAD, il y a des plaintes qui ont été déposées. Naturellement, je peux comprendre et je comprends la détresse, la douleur des familles et leur volonté d'entendre et de connaître la vérité. Donc, naturellement, cette action, dans un pays de droit, toute action judiciaire ou juridique est légitime. Après, ça ne préjuge en rien de la décision de l'autorité judiciaire. Alors, vous êtes élu des Alpes-Maritimes, donc il y a eu ces morts, ces décès à l'EHPAD de Mougins, 36 morts, je crois, 36 victimes dues au Covid-19, pardon, avec des plaintes déposées justement concernant ce qui s'est passé dans cette EHPAD. Mais il faut aussi voir le contexte et les chiffres, Éric Ciotti. 700 000 personnes sont présentes dans les EHPAD et environ 100 000 personnes y décèdent chaque année. Est-ce que cela ne relativise pas vos accusations notamment? 100 000 personnes qui décèdent chaque année dans les EHPAD. Ça, c'est un argument statistique. Moi, je ne regarde pas... Mais c'est un argument réel. 100 000 personnes, ça veut dire à peu près entre 8 et 10 000 personnes qui meurent chaque mois dans les EHPAD. Tout le monde va mourir. Hein. C'est malheureusement notre destin à tous. Donc, est-ce à dire qu'une mort d'une personne âgée est moins grave? Non, moi je ne me résous pas à cet argument. C'était pas le sens de la question.
je ne me résous pas à cette comptabilisation. Aujourd'hui, il y a des personnes âgées qui, sans doute, auraient pu être sauvées si elles avaient bénéficié d'une prise en charge hospitalière adaptée. Vous dites le scandale, ce qui s'est passé dans les étapes sera le plus grand scandale de la séquence, si j'ai bien compris ce que vous dites. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, disait le 26 mars dans l'Express que l'affaire du coronavirus sera, je le cite, le scandale du sang contaminé puissance 10. À vous entendre, c'est aussi votre analyse, votre point de vue, le constat que vous faites aujourd'hui. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de limiter la propagation de l'épidémie et d'enfin prendre les bonnes décisions. On a eu un temps de retard sur les équipements de protection, sur les masques, sur les équipements pour nos soignants qui sont aujourd'hui limités dans la distribution des éléments, des surblouses, des gants, des charlottes, des masques qui doivent les protéger, des visières qui doivent les protéger. On a eu un temps de retard et on a toujours ce temps de retard sur les tests. Regardons ce qui se passe en Allemagne. Pourquoi en Allemagne, il y a 5 à 6 fois moins de décès qu'en France, alors qu'il y a plus de cas, parce que l'Allemagne a recouru à des tests généralisés. Donc, il y a eu un défaut d'anticipation. Moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est qu'enfin, on rattrape ce retard, qu'on mette en place des productions nationales ou européennes pour se doter des masques et ne plus dépendre de façon totalement scandaleuse de la Chine. On est pieds et poings liés aujourd'hui, pieds et mains liés par rapport à la volonté de la Chine qui nous livre selon sa bonne volonté des masques ou ne nous en livre pas. Ce n'est pas possible que sur un instrument aussi simple technologiquement, c'est pas un robot doté d'intelligence artificielle, un masque, qu'on n'arrive pas en France à produire rapidement ces éléments de base et qui sont pourtant des éléments essentiels pour éviter la propagation. Alors, il y a la crise sanitaire, Éric Ciotti, et aussi ses conséquences économiques. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a dit hier qu'il fallait reproduire de la richesse en masse pour tenter d'effacer, dit-il, dès 2021 les pertes de croissance de 2020. Et il dit aussi, Geoffroy Roux de Bézieux, qu'il faudra bien se poser la question tôt ou tard du temps de travail, des jours fériés et des congés payés au moment de la reprise. Est-ce que vous approuvez ces déclarations ? Est-ce que vous approuvez le président du MEDEF quand il dit qu'il faudra se poser tôt ou tard la question du temps de travail, des jours fériés et des congés payés ? Je crois vraiment que ce n'est pas le moment d'ouvrir ce débat. Cette crise économique qui s'annonce va être terrible. Elle aura des conséquences sociales majeures. On va avoir une augmentation de plusieurs millions du nombre de chômeurs en France. Il y a aujourd'hui 8 millions de Français en chômage partiel. Demain, ils risquent de basculer dans un chômage permanent. Donc, sincèrement, je crois qu'au cœur de la crise sanitaire et avant la crise sociale qui s'annonce, c'est pas le message. Faisons repartir au lendemain de la crise notre économie, réfléchissons à nos modes de production qui doivent être beaucoup plus localisés en France. C'est aussi un enjeu essentiel et pour moi, il est prioritaire par rapport à ces débats. J'y reviens quand on voit la dépendance à l'étranger aujourd'hui qui paralyse notre pays dans sa capacité de protection. L'urgence, c'est qu'on rapatrie nos productions stratégiques. On a un secteur qui tient bien, c'est le secteur agroalimentaire. Dans la crise, on voit qu'on n'a pas de pénurie et parce qu'on a cette force, mais on ne l'a plus en matière industrielle, on ne l'a plus en matière de production pharmaceutique, de médicaments. Donc, il faut que ces industries stratégiques, et il y a des priorités différentes que celles qui sont énoncées, me semble-t-il. Donc, vous nous annoncez, à l'issue de cette crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale et sans doute aussi une crise politique. Malheureusement, cet enchaînement me paraît évident. Il faut aujourd'hui des dispositions qui évitent que des centaines de milliers d'entreprises, de petites entreprises, de commerçants, d'artisans tombent en faillite. Il faut les sauver, c'est l'urgence. Et on voit que le plan initial était pas adapté. On nous annonce aujourd'hui qu'il est doublé, je m'en réjouis, je soutiendrai bien sûr le projet de loi de finances rectificative qui va dans ce sens à l'Assemblée nationale, comme j'ai voté les premières mesures. Ça, c'est le signe de l'unité nationale. Mais il faudra aussi une réponse
globale, bien sûr, au plan international, au plan européen et au plan international, et avec une réflexion sur la dette. Nous ne vivrons pas avec une dette aussi élevée qui pèsera sur nos épaules pendant des décennies. Donc, l'effacement, la mutualisation d'une partie de la dette sera un enjeu essentiel pour la sortie de crise. Soit tous les pays au monde se réunissent pour effacer une partie de cette dette, soit nous aurons des années, voire des décennies de crise terrible. Dernière question, Éric Ciotti. Dernière question. On a beaucoup parlé de la Chine depuis le début de cette émission, depuis le début de la crise, depuis le mois de janvier, même avant que cette crise n'arrive en Europe et aux États-Unis et ailleurs. La Chine, elle aura des comptes à rendre aussi ou pas ? Bien sûr, elle aura des comptes à rendre. C'est depuis la Chine que cette épidémie est partie. On sait désormais que les lanceurs d'alerte médecins chinois ont été contraints à se taire. On a vu ces témoignages de médecins qu'on a menacés de prison. Il y a eu, avant que l'information publique soit diffusée, il y a eu plusieurs semaines. Il faudra d'ailleurs qu'on établisse combien de temps alors que les autorités chinoises avaient connaissance de la dangerosité du virus. Donc oui, il faudra que cette Chine, qui est quand même la plus grande dictature du monde, il y a l'opacité sur le nombre de morts. Quand on nous dit qu'il n'y a que 3000 morts en Chine, on sait naturellement que c'est totalement ridicule et totalement contraire à la vérité. Donc cet état de dictature a jeté une chape de plomb qui a empêché la vérité de se diffuser. Et on a été sans doute un peu naïf en écoutant les autorités des pays démocratiques. Moi, je vois qu'on a laissé les lignes aériennes, par exemple, tout au long du mois de février, entre la Chine et la France, continuer à fonctionner. C'était une faute, comme c'était une faute de refuser de fermer les frontières intérieures. Ben là, pour le coup, de la part du chef de l'État, Emmanuel Macron. D'ailleurs, je vois demain qu'il veut annoncer la fermeture des frontières de Schengen. Il a raison. Ce sont les frontières autour de l'Europe pendant plusieurs mois, mais les frontières internes doivent être aussi fermées. Je vous signale qu'à cette heure, la frontière entre la France et l'Italie est toujours ouverte, qu'il y a des travailleurs italiens qui viennent travailler en France et à Monaco. Cette circulation, elle est totalement illégitime aujourd'hui. Il faut qu'elle s'arrête. Merci. Et je redemande, comme je l'ai fait le 23 février dernier, ça fait presque un mois et demi, la fermeture de nos frontières. Ce message n'a jamais été entendu. Merci Éric Ciotti, on vous a entendu en tout cas. Merci. Et notamment de parler de ce que vous appelez le scandale, le plus important scandale de cette séquence dans les EHPAD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve tout de suite avec Julien Drey. À tout de suite. Merci.